En France, le nord-ouest et le nord du pays sont les régions les plus exposées au risque de tornades. Sur cette zone, il s'en produit plus que partout ailleurs. En effet, plus de 50% des tornades recensées en France se produisent sur ces terres. La géographie unique de ces régions permet aux tornades de sévir à n'importe quel moment de l'année, grâce à l'absence de relief, grâce à des situations orageuses en toute saison et à une exposition constante aux flux perturbés. Le dernier événement tornadique majeur en France à l'heure actuelle remonte au 23 octobre 2022 et était d'ailleurs le sujet principal du premier épisode de cette série. On pouvait voir un bout du nuage mûr de l'orage, cette zone sous laquelle se forment les tornades, et on avait également une vue splendide sur le courant descendant, cette fameuse fente claire dans les nuages, encore une fois typique à la formation des tornades. Ce jour-là, pas moins de 4 tornades ont balayé le nord-ouest et le nord de la France en 24 heures. La plus forte, classée EF3 après une enquête longue de 2 semaines, a très sévèrement touché le village de Bihucourt, dans le Pas-de-Calais. Mais je ne vais pas revenir dans les détails de cet épisode. Vous pouvez consulter la vidéo consacrée à cette journée pour en savoir plus. Après cette journée hors du commun, il m'a fallu un certain temps pour réaliser ce qui venait de se passer. 4 tornades en une seule journée, en fin octobre, un trajet de 206 km, un domicile épargné de quelques centaines de mètres par le tourbillon destructeur qui nous aura chassés pendant une dizaine de minutes. Et pourtant, le sentiment qui reste le plus dans mon esprit en liaison avec cette journée, c'est le regret. Le regret d'avoir raté, bâclé cette chasse. Partir sans préparation et sans même regarder les radars plus tôt, parce que, selon mes propos à l'époque, des orages comme ça en fin octobre, on n'est pas censé en avoir. Suite à cette journée, j'ai donc eu un profond sentiment de regret d'avoir raté un événement rare qui ne se produit pas tous les ans en France. Mais je me suis également fait la promesse de ne plus rater une situation comme celle-ci, et que j'attendrai patiemment que les conditions se réunissent à nouveau, pour vivre un nouvel épisode comme celui du 23 octobre 2022. Et en 2024, les conditions se sont à nouveau réunies. Après une année 2023 globalement pauvre en orages, nous étions bien décidés à rattraper le coup en 2024. La motivation était plus présente que jamais, à tel point que j'ai voulu améliorer mon matériel pour filmer en meilleure qualité, mais également perfectionner mes talents en montage pour offrir des vidéos bien mieux travaillées. Alors, c'est bien beau tout ça, mais l'élément principal d'une belle saison des orages reste Mère Nature, et il fallait espérer qu'elle veuille bien coopérer. Par chance, cette année, les orages ont fait leur retour bien plus tôt que d'habitude. En effet, le 22 février, j'étais déjà sur le terrain au passage de la tempête Louis sur le nord de la France. Une ligne orageuse active a balayé la région, et je me suis ensuite rendu sur le terrain pour affronter la tempête. Bon, en réalité, c'était rien d'exceptionnel, très loin de la tempête Kiran. Un peu plus tard, le 15 mars, la première véritable dégradation orageuse de l'année touche le pays. L'activité orageuse devait rester modérée, mais plus de 17 000 décharges de foudre ont été détectées ce jour, ce qui est vraiment pas mal pour un mois de mars. Ça rappellerait presque la journée inédite du 13 mars 2023. Oh la vache! Au fur et à mesure que le temps passe et que les jours d'orage défilent les uns après les autres, je commence à me poser des questions sur cette année, qui démarre quand même très bien, faut le dire. C'est la première fois pour moi que l'activité orageuse est aussi fréquente, aussi tôt dans l'année. Cependant, j'ignorais parfaitement que les choses allaient prendre une toute autre tournure. Au début du mois d'avril, les températures ont sensiblement grimpé sur la majeure partie du pays, et les premiers records sont déjà tombés. Dans les Pyrénées-Atlantiques, la nuit tropicale la plus précoce jamais observée en France a été enregistrée, avec une température minimale de 21,8 degrés. L'ancien record était une nuit tropicale précoce datant du 1er mai 1973. Bref, pour faire simple, ce n'est pas du tout un temps normal pour un début avril. C'est un temps qu'on a ordinairement en plein mois de juin. Dans le même temps,
un système dépressionnaire approchait la France par l'Atlantique. Une dépression avec de l'air très froid et des vents forts en altitude. Avec la présence d'air chaud près du sol, ça rappelle évidemment la configuration atmosphérique du 23 octobre 2022. Il fallait donc se rendre à l'évidence, le temps allait rapidement tourner à l'orage. Et en raison des événements majeurs récents survenus en 2022, dans un scénario similaire, cette situation a immédiatement attiré l'attention des passionnés et des chasseurs. Avec des prévisions à moyen terme aussi intéressantes, il était évident que ce lundi 8 avril allait être une journée de chasse. Cette fois-ci, il était impératif que la chasse soit parfaite. Pour que cette dernière se déroule correctement, il fallait plus de suivi en direct, plus de caméras et donc forcément plus de bras. Vous l'aurez sûrement compris, quelqu'un a rejoint l'équipe pour cette chasse, et si vous regardez pas mal de vidéos d'orage sur YouTube, vous êtes forcément tombé sur sa chaîne par hasard. 2022, c'est l'année où je décide de me mettre à fond sur YouTube et les orages. Mais toutes ces images sont déjà publiées, je vous invite à aller les voir si c'est pas déjà fait. En 2022, j'ai vraiment une saison orageuse de rêve. Elle a commencé le 12 avril et fini le 20 novembre. Après avoir appris qu'on habitait tous les deux dans le même coin, j'ai proposé à Noah de venir avec nous pour cette chasse, pour que l'on puisse se répartir les tâches et avoir le plus d'images possible. En plus de ça, c'était une bonne occasion pour Noah de faire sa première vraie chasse avec d'autres chasseurs, et pourquoi pas aussi mettre fin à sa malédiction. Jusqu'au 8 septembre où un orage éclate sur la ville d'Amiens. On comprend que ce sera probablement le dernier orage de la saison. Mais je me doutais pas qu'à partir de ce jour, une terrible malchance allait s'abattre sur moi. La majorité d'entre vous le savent déjà, mais j'ai vécu une saison orageuse 2023 très pauvre en termes d'orage. En consultant différents modèles, la confiance se renforce sans nul doute quant au potentiel orageux de cette journée. Les températures s'annoncent correctes, les points de rosée seront marqués, en liaison avec l'arrivée d'une masse d'air tropicale sur la France. L'instabilité sera donc en hausse sans qu'elle soit extrême pour autant. L'accentuation des cisaillements et de l'hélicité servira de carburant pour les structures convectives organisées, comme les supercellules, et le tout sera dans un environnement dynamique, dirigé par un flux de sud-ouest rapide, avec un courant de jet à plus de 180 km/h des Pyrénées aux Hauts-de-France. Toutes les conditions étaient donc réunies pour avoir de forts orages, et la plupart des modèles étaient en accord sur quelque chose de gros dans le nord de la France. Cependant, un élément parasite pouvait perturber tout ça. Une remontée de sable du Sahara sur la France pouvait éventuellement contrarier le potentiel orageux, mais la plus forte concentration de sable était sur la moitié est du pays. Donc pas d'inquiétude. À ce moment-là, il ne restait plus qu'à attendre le jour J, alors que le stress commençait déjà à se manifester. En matinée du lundi 8 avril, les choses deviennent sérieuses. Kéronos identifie un risque d'orage fort du sud-ouest au nord-est d'une part, et de la Normandie aux Hauts-de-France d'autre part. De leur côté, les modèles étaient toujours en accord sur quelque chose de gros aujourd'hui. S'ensuivent alors plusieurs longues heures à regarder les paramètres, observer le ciel et discuter de la stratégie de chasse avec Noah. Comme c'était la première fois qu'on allait chasser ensemble, et la première fois qu'on chassait à trois, il fallait penser à tout, y compris aux choses auxquelles on ne pense pas habituellement. Les premières cartes sont jouées en début d'après-midi, lorsqu'un épais voile nuageux positionné au nord de la France décide finalement de s'évacuer, laissant le soleil réchauffer les basses couches. En consultant le bulletin complet de Kéronos, on découvre qu'un risque modéré de tornade a été émis sur le nord de la France. Pendant que Noah s'occupe de trouver un spot idéal, je décide d'aller sur le site de Estofex pour prendre connaissance de leur bulletin. Sans surprise, le zonage orange est également de sortie sur leur bulletin, mais le plus alarmant, c'est une Mesoscale Discussion qui est en cours sur le nord de la France. Si vous n'avez pas vu mon documentaire KO en Europe, voici un extrait qui explique rapidement ce que c'est. Un peu plus tard, Estofex met en place une discussion de mésoéchelle ou Mesoscale Discussion. Pour faire simple, une discussion de mésoéchelle est mise en place lorsqu'un potentiel d'orage violent semble se dessiner sur une zone très précise à courte échéance. Le nord de la France était définitivement la cible de cette journée, et nous n'attendions plus que le bon moment pour prendre la route. En fin d'après-midi, de nombreux orages éclatent comme prévu en Normandie, mais aussi sur une belle ligne de convergence des Pyrénées aux Ardennes. Le mode chasse était donc activé, et l'ambiance à mon domicile était déjà plus que prometteuse.
avec une convection massive semblable à de la roche. Non mais ça a l'air d'être très bien parti. Ça explose déjà pas mal en Normandie, donc je pense qu'on va s'amuser. C'est énorme, ce bourgeonnement. Ça bouge à vue d'œil par contre. On décide de se placer au sud-ouest de la Somme, car les orages progressent assez rapidement et le potentiel était assez bon là-bas, de quoi donner un petit coup de boost aux orages. C'est beau surtout. C'est incroyable par contre. La taille de la ligne, elle est aberrante. Ouais, parce que là ça s'étend. Le soleil, le nuage, il fait de l'ombre là-haut, c'est incroyable. La petite protubérance nuageuse. Au loin, le ciel était déjà bien menaçant, avec les enclumes bien larges des multiples orages qui n'allaient pas tarder à se souder en un plus gros système. En regardant le radar en direct, on remarque une petite cellule qui sort du lot, située à l'avant du futur système. À ce moment, on n'y prête pas trop attention, car la cellule en question avait l'air assez faible, et nous étions de toute façon pas sur la bonne route pour l'intercepter, car elle remontait trop au nord. Nous sommes donc restés concentrés sur ce qui sera assurément un système convectif quasi linéaire, car plusieurs structures supercellulaires s'y trouvaient, visibles sur le radar grâce à la déviation classique sur la droite du vent moyen. Mais vous allez voir que ce choix finira par nous coûter très cher. Là ça va nous faire remonter, on va prendre à gauche. Au fur et à mesure que l'on se rapproche de la cible, le ciel devient de plus en plus sombre et l'air de plus en plus lourd. À votre avis, quel serait l'endroit idéal pour s'arrêter et observer des orages puissants en toute sécurité? En plein milieu d'un champ d'éoliennes, bien évidemment. Putain, cette ambiance de fou là. Heureusement, c'était juste pour un arrêt rapide pour voir comment la situation évoluait. En observant un tel chaos dans le ciel, il était évident que des choses intéressantes se trouvaient sous les bases nuageuses de ce colosse. De plus, l'évolution linéaire des orages garantissait presque une belle structure à l'avant. J'avais vu au dernier Ça flash à mort là. 200 éclairs par minute quand même. C'est affreux. Qui est pas attaché ou c'est quoi? Ah c'est bon, je galérais. Regarde, y'a pas un chemin à gauche, Ah oui, Ouais. si, je le vois sur Google Maps. Il est très bien celui-là. Parce qu'il va nous mettre en dehors de l'usine. Ça flash, ça commence à flasher à mort. Oh putain. Oh, le stress de fou. Oh, comment c'est bas à gauche. Juste là-bas, tu vois ou pas? Ouais, je vois. Il y a un gros truc. Mésocyclone, c'est un nuage mûr. Ah oui, clairement. C'est la Supercell, ok c'est bon. Regarde le radar CL. Ok ouais. Ah oui, c'est clairement Ça te la fait voir le Supercell. radar? Attends. Juste c'est ce truc là. Ah oui, oh là là. Et t'as la Supercell. Oh oui, putain le méso de fou. C'est incroyable ce qui se passe. Ouais d'accord, allez. Ouais, on s'arrête là. Attends, je vais faire demi-tour tout de suite. Ouais, pour être prêt à décamper. Mais on dirait elle touche le sol, regarde le monstre. Ça gratte le Oh, sol. Putain, l'impact derrière, vraiment c'était un peu. Une fois arrivé sur place, on se dépêche d'installer les caméras alors que le système orageux commence à prendre un aspect menaçant. C'est incroyable ce qui se passe. C'est ça. Oh là là. La vitesse à laquelle c'est en train de se former là. Ouais. Très lourd, juste en face de nous là, regarde. Le nuage mûr, il est énorme. Ouais, attends, il se passe quelque chose vraiment ici là. Un Arcus avait amorcé sa formation et il s'étendra rapidement sur une grande distance, comme des soldats qui se mettent en première ligne ou comme si une vague s'apprêtait à déferler, tel un raz-de-marée. Les précipitations se renforcent jusqu'à devenir opaques et par conséquent l'activité électrique est de plus en plus fréquente, signe d'une friction importante des molécules d'eau et de glace au sein du système. Mais il y a un impact toutes les secondes. Champ des gouttes, va falloir qu'on bouge. Ouais, parce que c'est là où il y a des extra. Va falloir qu'on bouge, il y a des extra nuageux, on va se faire bombarder. Ouais. Oh, mais mec, la structure, je veux même pas y croire. C'est génial, c'est génial. Mais c'est trop. Attends, faut que je fasse une photo. Nous avons tous du mal à réaliser ce qui se passe en ce moment. On rencontre généralement ce genre d'orage en fin mai, en pleine saison orageuse, pas en tout début de saison. Oh là 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 là, cette activité électrique.
C'est ça, l'avantage d'avoir 1, 2, 3, 4 caméras, ouais, ça aide bien. Ouais, faut bouger là, les gars. Ce doux bruit. Y a pas de vent en plus, c'est bien ça. Putain, la rotation là. On la voit vue d'œil. Ouais, il pleut, faut bouger. J'étais aux anges devant une telle scène, mais quelque chose me dérangeait. Lorsque des orages se rassemblent en un plus gros système, le risque de tornade est bien souvent presque entièrement anéanti, même si quelques zones de rotation peuvent persister ici et là. D'un autre côté, la cellule isolée à l'avant du système, observée plus tôt sur la route, commence subitement à exploser. Elle était peut-être pas si morte que ça finalement. Malheureusement, comme la situation est trop dynamique, les orages avancent très rapidement, entre 70 et 80 km/h. Il était donc trop tard pour se rabattre sur la cellule plus au nord. Mais nous étions très très loin d'imaginer ce qu'on allait rater. Voici donc l'orage du lundi 8 avril 2024, il est 19h51. Voilà. Ah non pardon, c'est pas le 8 avril, c'est le 15 juin, j'avais oublié. parce qu'on s'en bouffait. Je crois qu'on s'approche là. Oh là là, faut qu'on bouge, faut qu'on bouge. On décide plus tard de sauter en voiture, car le système continuait de s'intensifier et se rapprochait dangereusement de nous. C'est alors une véritable course-poursuite qui se met en place, sauf que, cette fois-ci, nous ne sommes pas les chasseurs. Nous sommes les chassés. Là, on s'arrête plus, là, on n'a pas le temps. Ouais, on va se faire bouffer. Hein. Il y a de la grêle en dessous. Ouais. Oh la vache. On va dedans là. Hein. Yo, je l'ai eu. Il y a pas de route, tu peux partir. Il y a aucune route. non. Il faut arriver jusqu'au village là où c'est partir. Ouais. Aucun ville. Oh là là. Si on prend la route maintenant, il y a moyen qu'on s'en va là. On n'est pas encore au cœur. Hein. Ouais, oh là là. Ça va, conduite.
reprend peu à peu de la confiance en prenant de l'avance sur le système, mais malheureusement la course était loin d'être terminée. Le réseau routier sinueux aura posé un vrai problème, sans compter la fâcheuse manie qu'ont les automobilistes à rouler en vitesse de croisière. Ces quelques complications auront malheureusement eu raison de notre stratégie de chasse. On s'est fait déborder. On réalise que repasser devant le système est maintenant chose impossible, donc on préfère se placer sur un terrain en hauteur et dégagé pour profiter de la partie électrique des orages. Et l'endroit idéal pour savourer la soirée est bien sûr le mémorial australien de Villars-Bretonneux, qui, en plus d'être sur un terrain haut et dégagé, propose une chouette composition pour les photos. Imagine, on a de la foudre à l'arrière. On aura de la faute dans l'arrière. La ligne qui s'évacue par là, on voit des Mamatus derrière, assez gros. Et là, c'est une super cellule, hyper électrique, un 8 avril. Bah voilà, suffit de le constater, que dire de plus? Dis-moi, tu l'as eu. Je l'ai eu. Oh, ce son, c'est incroyable. Mais là-bas, oh là là, ces grosses boules. C'est hyper électrique. Alors, t'es régalé? Eh, ça y est, c'est bon. La malédiction est brisée. Là, tu m'étonnes. C'est bon. Oh là là. On a une vue sur la convection de la supercellule qui a traversé Beauvais. Une activité électrique incessante au sein de la ligne multicellulaire. Et des gros Mamatus là-bas. Exceptionnel. Pour un 8 avril, oh là là, c'est merveilleux. Là-bas, mais là-bas aussi ça. Là-bas c'est beaucoup de l'extra. Ouais, bah vas-y, filme là-bas, on va comprendre, elle est là-bas. Vas-y. Il y a des vidéos sur Météo Express. Non. Vas-y. Trop bien, trop bien. C'est clairement notre point de vue, ça. Mais il y a Keronos qui ont... Ah ouais, il pleut plus. Ah, nickel, ouais, c'est bon. Ah parfait. Ah oui. Regarde les Mamatus. Les Mamatus, regarde. La convection là-bas de la supercellule de Beauvais. Et bah voilà. Et comme par hasard, je change d'angle à ce moment-là, c'est parfait ça. Est-ce que ça partirait pas sur un timelapse foudre? Franchement. On reprend la voiture une dernière fois pour se mettre en mode nuit, au milieu de nulle part dans les champs. Elle commence plutôt bien cette saison. Non, tu crois. À peine. 2-3 coups de foudre, pas plus. C'est deuxième orage de l'année aussi, pour ça. Ouais, je l'ai eu en plein cadre. C'est en zoom gros plan, ouais. Ah ouais. Même ma GoPro l'a eu, je suis tout. Putain, par contre, là-bas, c'est actif. C'est trop malade, hein. T'as vu ça, gros? Regarde. Le modèle, elle est là au-dessus, c'est comment elle est en train de péter la balle. L'activité électrique est toujours aussi soutenue,
Et cet arbre solitaire sera le seul témoin, avec nous, de ce qui s'est passé ce soir, à cet endroit. La chasse prend fin alors que le système linéaire pénètre sur le territoire belge. Cette journée restera gravée dans notre mémoire un certain temps, pour plusieurs raisons. La première, c'est la précocité et l'intensité de cet épisode. Même si les dégradations orageuses à l'avant d'une dépression sont assez courantes en France, avoir une telle activité en début avril est tout à fait remarquable et relève presque de l'exceptionnel. La deuxième raison, c'est la longueur de la ligne orageuse qui a traversé tout le pays, du sud-ouest jusqu'aux Ardennes. Non mais sérieux, on parle de centaines de kilomètres de longueur là, je sais pas si vous vous rendez compte. La troisième, c'est l'activité électrique, qui fut particulièrement intense pour un début avril. Avec plus de 27 000 décharges détectées depuis le début de la dégradation, on pourrait presque croire que cette archive date d'un 25 mai ou d'un 4 juin. Mais ce n'est pas tout. Quelques jours après, des informations très intéressantes ont circulé sur les réseaux. Des enquêtes ont été réalisées par Emmanuel et Pierre de chez Kéronos, suite au passage de phénomènes venteux intenses dans le Pas-de-Calais. En premier temps, une micro-rafale d'intensité modérée s'est produite dans le petit village de Gouy en Artois. Elle sera classée D2, soit des vents estimés entre 120 et 150 km/h. Aucun blessé n'a été signalé et les dégâts sont uniquement matériels, ce qui est une excellente nouvelle. Un peu plus loin, à environ 40 km plus au nord, un autre phénomène venteux fut signalé, une tornade. Celle-ci aurait traversé plusieurs communes, mais l'Estrême sera la plus touchée. Cette tornade a été engendrée par une puissante supercellule HP située à la pointe nord du système convectif quasi-linéaire. Tiens, ça vous rappelle rien ? Et oui, il s'agit de la fameuse cellule soi-disant faible qui a explosé rapidement pour ensuite évoluer en supercellule moteur droit de type HP. L'environnement était effectivement propice à la formation de tornades dans le nord de la France, avec un significant tornado-paramètre assez prononcé par endroits. Les dégâts sont principalement matériels là aussi, mais une personne a été blessée, après avoir reçu la couverture d'une pergola sur la tête. La tornade sera officiellement classée EF1 après l'enquête. La supercellule à l'origine de la tornade de l'Estrême a été interceptée par l'équipe de Kéronos elle-même et a présenté une structure absolument incroyable. Et pour enfoncer le clou, l'équipe allemande Sturmjäger était également présente sur nos terres. Leurs images sont fantastiques, mais elles font également aussi mal qu'un coup au foie. Oh ja. Oh ja. Oh ja, ja, ja. Oh, schön. Oh ja, das ist ja, genau. Boah Leute, wir stehen vor der übelsten HP-Superzelle. Absolut krankes Teil. Ich mache hier gerade einen Zeitraffer von. Unglaublich. Diese Struktur. Richtig tief hängt es da runter an der RFD-Böhnfront. Wahnsinn. Wovor stehen wir hier bitte? Was ist das, Alter? Da noch so ein kleiner Inflotail, wahrscheinlich an der FFD-Böhnfront. Il est clair qu'après avoir vu les images de la supercellule, le moral au sein du groupe a pris un sacré coup. C'est pas tous les jours qu'on voit une telle intensité dans le nord de la France, et le plus regrettable dans tout ça, c'est que nous sommes passés à quelques kilomètres de la cellule avant qu'elle ne s'intensifie. On a évidemment raté la supercellule de l'année dans le nord de la France, mais ce scénario est loin d'être rarissime. Reprenons par exemple la journée du 18 juin 2023, avec l'interception d'une supercellule classique très bien organisée à l'avant d'un plus gros système linéaire. C'était exactement la même chose ce 8 avril. Mais en même temps, si toutes les chasses se déroulaient parfaitement sans erreur, ce serait vite ennuyeux, non ? On dit souvent que l'erreur est la clé qui ouvre la porte de la réussite, mais ça permet également de motiver plus que jamais.
Il faut également garder en tête que nous chassons les orages depuis 2021 seulement, donc on aura largement l'occasion de voir des énormes supercellules avec le temps. Et puis, est-ce vraiment raisonnable de regretter, voire même se plaindre, alors qu'on a vécu une journée hors norme pour un début avril? Je pense qu'on connaît tous la réponse. Cette dégradation orageuse intense était loin d'être la dernière à concerner les Hauts-de-France, et ce n'est qu'une question de temps avant qu'un scénario comme celui-ci se reproduise. Et lorsque les conditions seront à nouveau réunies, nous serons sur le terrain, plus déterminés que jamais à faire une chasse parfaite.